la sécurité humaine, dont on examine donc les expressions aussi bien sur le terrain de la formalisation et de l'organisation que sur le terrain de la matérialisation et de l'opérationnalisation. Mais ce concept de sécurité humaine ne peut pas suffire. Pourquoi? Il ne peut pas suffire parce qu'il a fait évidemment dans la pratique l'objet d'usages essentiellement politiques, pour ne pas dire d'usage de politique politicienne. Et qu'au final, à lui seul, il peut ne plus être éclairant pour le chercheur en sciences sociales ou le chercheur en sciences politiques. C'est pourquoi, après avoir effectué là aussi une généalogie sur le concept de sécurité humaine, partie de la réflexion de Johan Galtung et intégrée dans les instances internationales ou nationales, fort développée par exemple dans la réflexion politico-doctrinale canadienne, comment ce concept-là s'est généralisé. De manière plus académique, même si on s'appuie sur ce concept de sécurité humaine, en termes théoriques, pour mieux clarifier tout ce qu'on a dit plus haut, un concept plus barbare, mais plus productif au plan intellectuel et scientifique, me semble devoir être évoqué. C'est le concept de gouvernementalité au sens foucaultien du terme, notamment dans l'usage qu'en fait un chercheur comme Didier Bigot en France ou un autre chercheur comme David Gray dans le cadre de ce qu'on appelle aux États-Unis les Governmentality Studies, de manière à étudier donc la gouvernementalité sécuritaire et ses régimes. Voilà pour évoquer ce projet qui est en cours de densification et qu'il ne s'agit pas évidemment pour l'instant de conclure, mais ma tâche de discutant et de discutants plus ou moins expérimentés était de me servir de ce que j'ai écouté pour indiquer à Christelle Dior des voies qui pouvaient lui permettre d'enrichir son projet aussi bien au niveau théorique, au niveau technique, qu'au niveau empirique. Merci. Maintenant, la parole est à qui veut la prendre. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup aussi Mathias. Alors c'est vrai, vous avez dit que c'était un concept qui vous tenait à cœur, le civilo-militaire. On pense effectivement au génie militaire. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi à d'autres secteurs, peut-être aux transmissions? On sait par exemple que sur Bakassi, l'armée camerounaise a mis pas mal de choses en place dans le domaine en particulier des transmissions. Donc ça, c'est une première question. Deuxième chose, moi je partage assez facilement votre point de vue de la séduction du civilo-militaire. Mais c'est pas là l'essentiel. Simplement, assez vite, me semble-t-il, Mathias l'a dit d'une façon beaucoup moins concrète, enfin beaucoup plus globale que moi ce que je vais dire, c'est se pose à mon avis assez vite la question de la limite. C'est-à-dire jusqu'où le génie, puisque c'est ce que vous avez décidé d'étudier plus particulièrement, peut-il aller dans un cadre d'intégration, de renforcement de l'État, d'intégration de la population, de valorisation de ses compétences, à partir de quand se substitue-t-il ou pas en fait aux civils, et donc quel cadre, alors je pense que c'est ce que Mathias voulait dire en termes de cadre juridique, cadre de politique publique et tout ce qui est théorique, etc. Mais concrètement, c'est quoi la limite? Jusqu'où aller? C'est-à-dire, est-ce que le génie militaire, c'est un outil de développement comme les autres ou pas?
Parce que la sécurité fait bien sûr partie aussi de l'amélioration des conditions de vie, de la qualité de vie de la population. Troisième point aussi qui m'a un petit peu interpellée, c'est par rapport à la professionnalisation. Il me semble, peut-être que j'ai mal compris, que vous aviez eu tendance à opposer la professionnalisation de l'armée et le côté métier de la guerre. Moi, je ne suis pas sûre que ça s'oppose. En tout cas, je m'interroge. C'est-à-dire que l'armée a besoin de beaucoup de métiers. Elle a beaucoup de professionnels. Elle a beaucoup. De toute façon, en dehors du soldat de deuxième classe, et même lui, tout le monde a sa place, tout le monde a ses métiers. Et a son métier. Alors, je ne suis pas certaine non plus. Là aussi, je m'interroge si la fin de la conscription, si la professionnalisation a induit la fin de la conscription. Vous avez cité la France. Est-ce que ce n'est pas plutôt le contraire? Mais bon, l'armée a besoin de métier parce qu'elle a besoin de compétences. Et il n'y a pas forcément de permutation simple, y compris du soldat de deuxième classe. Parce qu'il peut avoir des compétences en ébénisterie, en menuiserie, il y a des cuisiniers, etc., etc. Et donc, effectivement, il y a des ingénieurs. Il y a des ingénieurs qui, quelquefois, d'ailleurs, sont très bien formés par l'armée et qui ensuite finissent une carrière dans le civil. Bon, et donc, c'est là où on peut avoir d'un passage de l'un à l'autre. Enfin, peut-être pour terminer, c'est le lien entre le civil et le militaire. Moi, il me semble que le contexte au Cameroun est plutôt favorable aux militaires. Est plutôt favorable, c'est-à-dire qu'a priori, jusqu'à preuve du contraire, bien sûr, il y a la crainte du militaire. Mais il y a plutôt... il n'y a pas de mouvement antimilitariste, par exemple. Il n'y a pas de mouvement de dédain par rapport aux militaires. Au contraire, il y a plutôt encore un prestige de l'uniforme. Ce qui fait peur à la population, c'est le côté répressif possible. Mais il me semble qu'au contraire, on a un contexte, surtout quand on commence à faire des infrastructures, qui est plutôt favorable par rapport à l'ensemble de la population. Alors, peut-être qu'on va répondre au fur et à mesure. Alors, merci bien pour vos différentes interrogations. Je vais commencer par la fin. Alors, vous vous interrogez sur le lien entre le civil et le militaire et particulièrement le contexte camerounais qui vous semble très favorable à l'usage des forces armées aux activités civilo-militaires. Alors, il faut dire que je n'ai pas dit le contraire, mais dans le tableau que j'ai peint, il s'agit en fait de faire ressortir un contexte général africain. Et il me semble que j'ai souligné que ce que je dis peut ne pas être applicable au cas du Cameroun, car le Cameroun est plus favorable à ce concept. Parce que si vous regardez dans l'ensemble des pays africains, le Cameroun a cette spécificité d'avoir au premier jour du génie militaire, de l'avoir soumis à cette activité civile. Donc au Cameroun, en réalité, les populations sont plutôt favorables, excepté des cas où, ce qui est normal, où on a fait appel au génie militaire, par exemple, pour déguerpir la population. Parce qu'en réalité, à Douala, par exemple, la communauté urbaine de Douala, pour des raisons de libération des emprises, a dû faire intervenir le génie militaire. C'est-à-dire que c'était des travaux qui pouvaient bien être faits par les entreprises privées, mais parce qu'il fallait déguerpir les populations et que les populations de cette contrée étaient très réticentes et qu'elles ne voulaient pas quitter les lieux, il fallait donc utiliser une force qui fait peur. Donc, le contexte camerounais est plutôt différent. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs incité à étudier le Cameroun et à pouvoir, dans le cadre de ma recherche, faire de petites comparaisons pour montrer qu'en réalité, même si cela n'est pas possible ailleurs, c'est possible au Cameroun et qu'on peut dupliquer ailleurs. Il s'agit de mettre des stratégies en place pour mieux opérationnaliser ce concept. Ça, c'est pour ce qui est de la dernière question. Donc, le contexte camerounais est plutôt favorable. La peur du militaire, il est bien vrai qu'il y aura toujours des gens qui ont peur du militaire, mais la majorité des Camerounais, à travers cette action, il y a plutôt une façon de redorer le blason du militaire, et ils sont plutôt favorables. Alors, pour ce qui est de la professionnalisation de l'arme, en réalité, je n'ai pas opposé la professionnalisation au métier de la guerre.
Ce que je dis, c'est que dans la réforme du secteur de sécurité initiée depuis les années 90, il y a l'un des versants qui concerne la professionnalisation de l'armée. Et dans ce versant, qui est la professionnalisation des armées, il y a un sous-versant qui est le recentrage de l'armée sur ses missions de défense. Ce recentrage est à la défaveur de la dualisation, me semble-t-il, dans le cadre de mes analyses. Parce qu'en réalité, il est question d'avoir bien évidemment des techniciens dans le corps du génie, mais des techniciens pour le militaire. C'est ça l'esprit de la professionnalisation. Or, nous sommes plutôt favorables à un usage des forces armées pour le civil. C'est vrai, nous ne mettons pas en cause la dimension martiale qui fonde même les forces armées, mais on dit comment est-ce qu'on peut associer les aspects civils et les aspects militaires dans un but aussi bien de sécurité que de développement. C'est ça notre objectif. Or, dans la production doctrinale disponible sur le concept de réforme du secteur de sécurité, il y a plusieurs auteurs qui pensent plutôt qu'il faut recentrer, ils pensent plutôt qu'il faut réduire les effectifs. Or, nous, comme je l'ai dit tantôt, on est dans une logique d'élargissement de la base sociologique des unités du génie. Parce qu'il me semble que dans le cadre de mes entretiens, on m'a parlé de plus de 1000 chantiers confiés. 1000 chantiers confiés au génie militaire camerounais et avec très peu d'effectifs. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on fait usage des civils dans les chantiers. Donc il y a cette double... En fait, il y a cette dualité-là. L'usage, c'est à une dimension sociale, c'est-à-dire il faut recruter des gens pour leur donner de l'emploi, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs pour couvrir tous les chantiers qui sont confiés, toutes les missions qui sont confiées au génie. À partir de quand l'État va se substituer au génie militaire? Non, c'est la question de la limite en fait. Okay. Les missions militaires, elles vont aller jusqu'où dans le civil? Alors, en réalité, les missions militaires, les missions civiles faites par le militaire rentrent dans les missions régaliennes de l'État. C'est-à-dire quoi? Il y a une théoricienne, philosophe, politiste française, Chantal Delsol, qui parle en réalité du principe de la subsidiarité. C'est-à-dire quoi? L'État, à travers le génie militaire, crée des infrastructures de base pour la population et après l'État se retire. Maintenant, laisse libre cours à l'entrepreneuriat privé. Il ne s'agit pas au génie militaire de se substituer aux entreprises privées. En réalité, c'est l'une des missions régaliennes de l'État. L'État existera toujours et il y aura toujours des chantiers. Alors, si dans une zone, il y a déjà des infrastructures de base, la route, les écoles, les marchés comme celui de Bertois qui est en cours de construction, ou celui de Sangonima, après l'État se retire. Maintenant, il y a l'entrepreneuriat privé qui va prendre la place de l'État. Donc il y a toujours une limite. Mais tant que nous n'avons pas encore ces infrastructures de base, je pense qu'on ferait mieux d'user de cette force qui très souvent est oisive. Il serait mieux de faire usage de cette force pour résoudre ces problèmes ou pour accomplir certaines missions régaliennes de l'État. Et comme disait d'ailleurs... Alors, la première question, c'était est-il possible d'aller au-delà du génie? Alors, oui, effectivement. Le concept de force duale ne se réduit pas au génie militaire, bien sûr. Nous avons le BI, par exemple, au Cameroun, qui construit des puits, qui font beaucoup d'activités civiles. La question des transmissions à Bakassi, par exemple, en réalité, ce qui est fait à Bakassi, tout ce qui est fait à Bakassi est fait par certaines unités du génie. C'est-à-dire dans le génie, il y a ceux qui font dans la télécommunication, c'est eux qui font ces pylônes à Bakassi. En réalité, la majorité de l'activité civilo-militaire tourne autour du génie. Bien que le corps du BI camerounais s'investisse dans d'autres activités, mais l'activité d'aménagement du territoire est recentrée majoritairement autour du génie militaire.
Je pense avoir fait le tour de l'ensemble des questions. Oui. Donc, pour ça, avec quelque chose Non, à non, dire. je voulais penser que ce tour-là a été fini. D'autres questions? Oui. Merci de me donner la parole. Je suis Ona Wolfgang Junior, diplomate, étudiant aussi en sciences politiques. Déjà, j'aimerais dire que je suis très séduit par un travail aussi lumineux et aussi fouillé. Et je suis très heureux puisqu'il m'arrive souvent de travailler sur des questions de sécurité. Mais je vais être un peu celui qui va commencer à tirer. Parce que le premier point porte sur la corruption. Est-ce que vous pensez sincèrement que quand il y a alliance entre Mammon et Mars, Jupiter peut survivre? Sincèrement, la corruption dans l'armée, on n'a qu'à y voir. La corruption, elle est endémique au Cameroun. On arrête même des premiers ministres. On n'en a jamais arrêté un général. Est-ce que vous voyez un peu ce que cela veut dire? Si on peut tolérer la corruption chez les militaires et ne pas le tolérer ailleurs, est-ce que Jupiter lui-même survivra? Ça, c'est... Jupiter, là, c'est qui? C'est le roi de Dieu. Est-ce que Jupiter Ça a survivra? fait rater une école de droit constitutionnel aux étudiants de droit constitutionnel de l'université de Yaoundé dans les années 70. Le président du Cameroun est-il un Jupiter constitutionnel? Il y a d'abord ça. Le second point, c'est que je vais ici paraphraser Georges Clemenceau. Parce que je vois ici, on célèbre Mars. On se dirait qu'il n'y a que Mars qui peut sauver le peuple, qu'il est le seul qui règne. Si on rentrait un peu, on se dirait que ce n'est que Mars qui est vraiment le Messie de la cour des dieux et même de l'univers. Est-ce que vous ne pensez pas que la sécurité est quelque chose de trop important pour la confier à des militaires? Parce que je paraphrase Clemenceau qui disait que la guerre est quelque chose de très important pour la confier à des militaires. Est-ce que vous ne pensez pas que la sécurité est quelque chose de très important? Et j'aimerais une autre suggestion dans le cadre aussi des actions civilo-militaires, vous demander d'aborder aussi un peu du côté de la protection civile, où il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont pris ensemble entre les forces de défense, les forces civiles, mais qui au moins là-bas, il y a l'avantage où c'est bien limité.